Je me suis mise à la méditation depuis 6 mois. J'ai encore fait d'autres thérapies que je ne connaissais pas. J'ai fait des constellations familiales, j'ai pleuré pendant des heures sur mon enfant intérieur. J'ai compris pourquoi je choisis les gens que je choisis. J'ai travaillé sur ma peur de l'abandon, sur ma blessure de rejet, sur cette façon que j'ai de me faire toute petite pour être aimée. Et à chaque fois que je suis rentrée chez moi, lui, il était là, exactement pareil. Pour mes problèmes au bureau, j'ai travaillé sur ma gestion du stress, sur ma façon de communiquer, sur mon assertivité. Mais le manager qui me rabaisse devant les autres, il est toujours là, exactement pareil. Dans ma famille, j'ai fait le travail de pardon qu'on m'avait demandé. J'ai fait la paix avec le passé, j'ai compris les blessures de mes parents. Et aux réunions de famille, la même personne dit toujours les mêmes choses et ça me fait toujours aussi mal. Rien n'a changé. J'ai travaillé sur moi et je me sens pire qu'avant. Comment c'est possible? Et si, juste une seconde, le problème, ce n'était pas toi? De subir à choisir, c'est le nom de ce podcast et je te souhaite la bienvenue. Je suis Clotilde, coach en reconstruction de vie. Petit pas pour soi, c'est né en 2017 et comme moi, ça a bien évolué depuis. J'accompagne des personnes qui traversent ou qui sont sorties de situations qui les ont abîmées. Pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que je l'ai aussi vécu de l'intérieur. Ce podcast, il s'adresse à celles et ceux qui vivent ou qui ont vécu une relation toxique, une emprise ou de la manipulation, de la violence, même si elle est psychologique. Un environnement familial ou professionnel destructeur, bref, ces situations où on ne sait plus très bien ce qui est normal, où on doute de soi et on finit par ne plus se reconnaître. Peu importe la forme, si tu te reconnais, tu es au bon endroit. Ici, on prend le temps, on met des mots, on comprend ce qui se passe vraiment. On se retrouve chaque samedi à 10h pour un nouvel épisode et on commence tout de suite. Il y a quelque chose que personne ne dit vraiment dans les livres de développement personnel, dans les cercles de thérapie, dans les espaces spirituels. Travailler sur soi dans un environnement toxique, violent même, ça peut empirer les choses. Pas parce que le travail sur soi est mauvais, pas parce que comprendre ses blessures est inutile, mais parce que ce travail repose sur une idée fondamentale. Le changement vient de l'intérieur. Et dans la grande majorité des situations, c'est vrai. Mais dans une relation de violence, d'emprise, de contrôle, cette idée est un piège. Un piège élégant, un piège bienveillant, un piège qui porte de beaux noms. Parce qu'il dit à la personne qui souffre, cherche en toi, répare en toi, comprends en toi. Et si ça ne va pas mieux, cherche encore. Tu n'es pas allé assez loin, tu n'as pas encore trouvé la bonne blessure, le bon schéma, la bonne origine. Et pendant ce temps, l'autre n'a rien à faire. Il peut continuer tranquillement pendant que toi, tu travailles. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est l'espace dans lequel le système nerveux peut traiter les émotions difficiles sans être débordé, sans basculer dans la panique ou dans l'effondrement. Pour travailler vraiment sur ces traumatismes, sur ces blessures profondes, on a besoin d'être dans cette fenêtre, d'avoir un espace suffisamment stable et sécurisant pour pouvoir regarder ce qui fait mal, sans être submergé. Et quand l'environnement est toxique, cette fenêtre se rétrécit. Elle se rétrécit de semaine en semaine, de mois en mois, parce que le système nerveux est en état d'alerte permanent, parce qu'il gère, parce qu'il survit, parce qu'il n'a pas l'espace pour autre chose. Alors, ce qui se passe quand on travaille sur ces traumatismes dans cet espace réduit,
On rouvre des choses douloureuses, des choses qui demandent de la stabilité pour être traversées. Et cette stabilité, elle n'est pas disponible. Alors les blessures s'ouvrent, sans pouvoir vraiment cicatriser. On devient plus conscient de sa douleur, sans avoir les conditions pour la dépasser. Plus sensible, plus à vif, plus vulnérable aux petites choses qui, avant, glissaient. Dans les relations de violence, d'emprise, les chercheurs en psychologie les documentent depuis des années. Il y a souvent une dynamique très précise qui se met en place. Plus la victime prend conscience d'elle-même, plus elle devient menaçante pour l'équilibre de la relation. Et l'autre, consciemment ou non, intensifie le contrôle, intensifie la pression comme pour rééquilibrer, comme pour ramener la personne là où elle était, dans le doute, la confusion, dans la dépendance. Ce n'est pas toujours conscient, ce n'est pas toujours calculé, mais c'est réel et c'est documenté. Ce qui veut dire que parfois, quand les choses empirent, alors qu'on essaie d'aller mieux, ce n'est pas qu'on a mal travaillé, c'est qu'on a trop bien travaillé et que ça vient déranger quelque chose. Ce n'est pas un échec, c'est encore une information. Pour Laetitia, les choses empirent sur tous les fronts. Et cette accumulation, elle a quelque chose de particulier. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une dégradation progressive, presque invisible de l'intérieur. Comme une maison qui perd une tuile à la fois et un jour, on réalise qu'il pleut dedans. Sa santé d'abord, ses maux de tête qui ne passent plus vraiment, une fatigue qui n'est plus celle des nuits avec un jeune enfant, quelque chose de plus profond, de plus installé, qui est là le matin avant même de se lever, qui est là le soir malgré l'épuisement de la journée. Son médecin parle de stress chronique, lui prescrit quelque chose pour dormir, lui conseille de lever le pied. Lever le pied, d'accord. Son travail ensuite. Elle qui était rigoureuse, organisée, fiable, elle commence à faire des erreurs, des oublis, des délais manqués, des réunions où elle est là physiquement, mais ailleurs en réalité. Ses collègues lui demandent si ça va, elle dit oui, elle sourit. Elle rentre chez elle et ne se souvient plus de ce qu'elle a fait précisément dans sa journée. Et l'enfant fait des cauchemars presque toutes les nuits. Il se réveille en pleurs, des pleurs intenses, inconsolables parfois. Et pendant la journée, il est là, mais comme en retrait, moins dans les interactions, moins dans le jeu. La famille commence à dire des choses, doucement, prudemment. Et Laetitia, qui voulait tellement donner un père à cet enfant, précisément parce qu'elle n'en avait pas eu, précisément pour ne pas reproduire cette absence, commence à regarder ce père-là différemment. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait lui donner? Et Marc, dans tout ça, il est de plus en plus distant. Il rentre tard sans prévenir, il répond à peine. Et quand il répond, il y a quelque chose de nouveau dans son ton. Ce n'est plus l'indifférence froide d'avant, c'est quelque chose de plus direct, de plus tranchant. Tu es devenu impossible à vivre. Regarde dans quel état tu te mets. C'est toi qui mets cette ambiance dans cette maison. Les crises sont plus fréquentes, plus intenses. Les mots font plus mal parce qu'ils visent plus juste maintenant. Parce qu'il sait où appuyer. Il a eu le temps d'apprendre. Et Laetitia, qui cherchait encore ce qui n'allait pas en elle, commence à regarder quelque chose d'autre. Elle commence à le regarder lui. Et ce qu'elle voit pour la première fois, la glace. Et il y a quelque chose d'encore plus paradoxal dans tout ça.
plus la situation empire, plus Laetitia plonge dans le travail sur elle-même. Comme si la solution était là, encore plus profond, encore plus loin, encore plus de thérapie, encore plus de spiritualité. Elle a découvert depuis quelques mois la notion de taux vibratoire, de fréquence énergétique. L'idée que ce qu'on émet comme état intérieur, comme énergie, c'est ce qu'on attire. Et elle pense alors, si je suis dans cet état, si je vis ça, c'est que ma fréquence est trop basse, que je dois la travailler, la relever, que si j'arrive à changer mon état intérieur, la situation changera. Alors elle médite plus, elle fait des soins énergétiques, elle lit tous les livres sur la loi d'attraction. Elle essaie de penser positif, de forcer quelque chose qui ne vient pas naturellement. Et ce qu'elle ne voit pas encore, c'est le piège. Parce que tout ce travail, ces thérapies, ces séances, ces plongées dans ses émotions les plus profondes, dans un environnement qui continue à générer exactement ces émotions, ne fait pas remonter la fréquence. Il la fait descendre. Parce que réactiver ces traumatismes sans terrain stable pour les traverser génère exactement ce qu'on cherche à éviter. Plus d'angoisse, plus d'émotions négatives, plus de confusion, plus d'épuisement. Et plus on s'épuise à essayer de changer son état intérieur, plus on est vulnérable. Plus le système nerveux est à bout, plus la moindre chose fait basculer. Ce n'est pas que la spiritualité est fausse, ce n'est pas que la loi d'attraction ne fonctionne pas. C'est qu'on ne peut pas changer sa fréquence depuis l'intérieur quand ce qui fait chuter celle-ci vient de l'extérieur sur lequel on n'a aucun contrôle. C'est comme essayer de chauffer une maison avec toutes les fenêtres ouvertes en plein hiver. On peut mettre le chauffage à fond, mais ça ne suffira jamais. Laetitia, c'est une histoire, mais c'est peut-être aussi la tienne. Alors je vais sortir du récit de Laetitia un moment et te parler directement. Parce que ce qu'elle vit, cette accumulation, cette dégradation progressive sur tous les fronts, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent, sans forcément faire le lien, sans voir que les différentes choses qui s'effondrent sont liées. La santé qui flanche, on dit que c'est le stress du travail. Le travail qui se dégrade, on dit que c'est la fatigue. La fatigue, c'est parce que l'enfant ne dort pas. L'enfant qui ne dort pas, c'est son âge, son tempérament, une phase. Et on ne relie jamais les points. Alors, laisse-moi te poser quelques questions, pas pour te faire peur, pas pour te convaincre de quoi que ce soit, juste pour que tu regardes les choses ensemble, pas séparément. Est-ce que tu as des problèmes de santé qui traînent, des choses que les médecins n'arrivent pas vraiment à expliquer? Des douleurs chroniques, des maux de tête récurrents, une fatigue qui ne passe pas malgré le sommeil? Cette tension dans le corps permanente dont on a déjà parlé dans l'épisode 3, qui ne lâche jamais vraiment? Est-ce que ton travail se dégrade alors qu'avant tu t'en sortais très bien? Des erreurs inhabituelles? Des difficultés de concentration? Cette impression d'être présent, présente physiquement, mais absente vraiment? Est-ce que des personnes autour de toi, des proches, des amis, la famille, te disent des choses? Pas forcément clairement, des phrases courtes, des regards qui durent une seconde de trop, des «tu vas bien?» qui signifient autre chose. Est-ce que les enfants, si tu en as, ont changé de comportement? Des cauchemars, de l'anxiété, des régressions? Et pendant que tout ça se passe, est-ce que tu as commencé un travail sur toi ou est-ce que tu travailles encore sur toi? Est-ce que tu cherches encore en toi la réponse à tout ça? Parce que voilà ce que je veux dire. Le corps ne ment pas.
On en a déjà parlé en détail dans les épisodes précédents. L'entourage qui s'inquiète ne s'invente pas des raisons. Les enfants qui captent l'atmosphère avant les mots, ils ne dramatisent pas. Ce sont des signaux, pas séparés, ensemble. Et ces signaux, ils ne disent pas que tu es cassé, ils ne disent pas que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Ils disent que ton système, ton corps, ton esprit, tes proches, est en train de te dire quelque chose que ta tête n'a pas encore accepté d'entendre. Et il y a autre chose que je veux te rappeler. Quand on est dans ces situations depuis longtemps, on développe une capacité extraordinaire à normaliser. Ce qui était inacceptable il y a 2 ans devient la norme. Ce qui était la norme il y a 2 ans semble aujourd'hui presque doux. C'est ce que les chercheurs appellent l'adaptation hédonique appliquée à la douleur. Le cerveau s'ajuste, il recalibre pour survivre. Et cette recalibration, elle est traître, parce qu'elle te fait perdre le sens de ce qui est normal, de ce qui est acceptable, de ce à quoi tu as droit. Alors, une dernière question. Si tu regardais ta vie aujourd'hui avec les yeux de quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, qu'est-ce que tu verrais? Revenons à Laetitia. Ce soir-là, quelque chose se décide. Marc est sorti. Laetitia regarde l'appartement. Ce silence, le vrai, celui qui repose. Elle ne le connaît presque plus, et là, ce soir, il est là. Quelque chose se décide en elle, vite, avant que sa tête ne trouve des raisons de ne pas le faire. Elle appelle son amie et lui dit « Je peux venir quelques jours ?» Son amie dit oui sans poser de questions. Laetitia fait un sac. Vite, les affaires de l'enfant d'abord, puis les siennes. Elle ne réfléchit pas trop. Elle sait que si elle réfléchit, elle défait ce qu'elle vient de décider. Et elle part. Chez son amie, il y a une légèreté dans les épaules qu'elle n'avait pas sentie depuis longtemps. Un souffle différent, comme si quelque chose se desserrait enfin. Mais il y a autre chose aussi. Cette agitation, cette culpabilité qui arrive sans prévenir. Des questions en boucle la nuit. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'était vraiment si grave? Et l'enfant, est-ce que c'est juste de lui faire ça? Et Marc qui appelle plusieurs fois, des messages qui ressemblent à ceux du début, cette façon qu'il a de retrouver les bons mots quand il sent qu'il pourrait la perdre vraiment. Et Laetitia, dans ce lit chez son amie, imagine sa vie sans lui. Elle la voit vraiment, une vie plus légère, une vie dans laquelle elle respire, dans laquelle l'enfant dort sans cauchemar, dans laquelle elle rit sans calculer si c'est le bon moment. Elle sent qu'elle pourrait y arriver, mais quelque chose retient encore. Et là, dans ce lit, quelque chose d'autre arrive. Une pensée qu'elle n'avait pas anticipée. Elle pense à cet enfant qui dort. Et pour la première fois, pas avec de l'amour seulement. Avec quelque chose de plus compliqué. Partir, oui, mais partir avec un enfant, seul, tout porter, le quotidien, les nuits, les rendez-vous médicaux, le travail, les fins de mois, sans aide, sans filet. Est-ce que j'en suis capable? Et une pensée fugace, qu'elle chasse immédiatement, qui lui fait honte, traverse son esprit. Si elle n'avait pas cet enfant, ce serait tellement plus simple. Elle ne le pense pas vraiment, elle sait qu'elle ne le pense pas vraiment, mais la pensée est passée. Et cette pensée, cette culpabilité qui l'écrase aussitôt, dit quelque chose d'important. Pas qu'elle est une mauvaise mère, pas qu'elle n'aime pas son enfant, ça dit qu'elle est épuisée, profondément, totalement, et que la liberté qu'elle entrevoit, elle ne sait pas encore
si elle est capable de la porter. Je vais te parler directement à nouveau. Parce que ce que Laetitia vit cette nuit-là, dans ce lit, tu l'as peut-être vécu aussi, ou tu le vis en ce moment. Cette clarté étrange qui arrive quand on s'éloigne, quand l'atmosphère se desserre, quand on respire différemment, juste pour quelques heures. Et cette question qui arrive avec elle, est-ce que je suis capable de faire ça vraiment? Pas juste partir un soir, mais construire quelque chose de l'autre côté, seule, avec tout ce que ça implique. Et parfois, cette question-là est plus paralysante que tout le reste. Parce que la violence qu'on connaît, aussi épuisante qu'elle soit, a quelque chose que l'inconnu n'a pas. Elle est familière. Et le cerveau humain, on l'a vu dans les épisodes précédents, préfère souvent une douleur connue à une liberté dont il ne sait pas encore quoi faire. Alors, je vais te proposer quelque chose, un tout petit exercice. Pas pour décider quoi que ce soit, juste pour voir. Prends une feuille ou ton téléphone et réponds à cette question, honnêtement, sans te censurer. Si tu savais avec certitude que tu t'en sortirais, que tu serais capable, qu'est-ce que tu ferais demain matin? Pas dans un an, pas quand les conditions seront parfaites, demain matin. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit de cette réponse, juste la regarder. Parce que quelque part, tu la connais déjà, cette réponse. Elle attend depuis longtemps. Dans le prochain épisode, on va retrouver Laetitia. On va savoir ce qu'elle a finalement décidé. Si tu n'as pas encore téléchargé le guide pour ne plus subir, je te rappelle qu'il est à présent gratuit et le lien est en description. Si tu as besoin de parler ou d'être accompagné, n'hésite pas à m'écrire, tu ne me dérangeras jamais. Prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.